821 civils ont été tués en 2017. C'est le bilan effroyable qu'a fait un collectif de 6 ONG présents en Centrafrique. Un bilan qui fait songer aux pires heures de l'histoire du pays qui remonte à 2013. Le conflit a-t-il atteint le même niveau de violence? Oui, pour les ONG qui, dans une lettre ouverte, appellent au secours l'ONU et Antonio Guterres, son secrétaire général. Mais le président Faustin Archange Touadéra avait pourtant affirmé que la justice serait implacable dans un discours à la nation lors de la commémoration du 57e anniversaire du pays. C'était le 13 août dernier. Son appel à cesser les hostilités est-il resté sans écho? Si oui, pourquoi? Quid de la MINUSCA qui, avec un contingent fort de 12 000 hommes, a un mandat clair pour protéger les Centrafricains de tout danger? Enfin, le départ de la force française Sangaris a-t-il été le prétexte? Retour de la violence? Quel bilan faire du programme DDR? Entendez, désarmement, démobilisation, réinsertion. Centrafrique, niveau d'urgence 3 selon des ONG. Le spectre de la guerre plane-t-il de nouveau? Ce sera notre premier débat sur Angle de Vue. Ensuite, le Kenya a vu la réélection d'Ouro Kenyatta devant son rival historique Raila Odinga. Mais ce scrutin a au risque du fait des accusations de fraude qui ont prévalu lors des précédents scrutins a effectivement donné lieu à des tensions dans les fiefs acquis à l'opposition. Au moins 17 morts et plus de 177 blessés, dont des enfants, sont à déplorer. L'opposition qui a crié à la fraude électronique s'est finalement, par la voix de son leader, résolue à saisir la Cour suprême pour, dit-il, montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. Kenya, contestation de la réélection d'Ouro Kenyatta. Quelle pertinence pour les griefs de l'opposition? Second débat du jour sur Angle de Vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. La situation qui prévaut en Centrafrique, ce sera juste après ceci. Centrafrique, niveau d'urgence 3 selon des ONG. Le spectre du développement, le spectre de la guerre plane-t-il de nouveau? La question sera posée à vous, messieurs. Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. On avait laissé la Centrafrique plein d'espoir, de lendemain meilleur, mais Patrick Armand-Pouillon, on a à l'évidence eu tort. Ah non, on n'a pas eu tort. Au fait, il faut dire que lorsqu'un pays sort d'une situation comme ça, croire que du jour au lendemain, les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est se tromper. La deuxième chose, c'est que nous avons une armée qui est là-bas, la MINUSMA, mais qui permet en réalité d'éviter la guerre. Parce que la question, c'était le spectre de guerre plane toujours. Non, le spectre de guerre ne plane pas parce qu'il y a une force là pour empêcher qu'il y ait guerre. Mais c'est une force militaire, donc pour empêcher qu'il y ait guerre. Or, la situation que nous avons aujourd'hui est une situation de police, c'est une situation d'ordre, c'est une situation dans les villes, c'est une situation dans... c'est pas une situation où on a un ennemi localisé, où on doit l'affronter et tout ça. Mais moi, je crois que la Centrafrique est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que les ONG ont d'autres motivations. Eux, ils ne sont pas militaires. Eux, ils veulent voir qu'il n'y ait plus de morts du tout et tout ça. Mais quand on sort d'une situation comme ça, on ne peut pas du jour au lendemain retrouver les ressorts d'un État. Mais Tchefa, qu'est-ce qui explique le fait que ce conflit soit en train de reprendre? Ah oui, il y a deux principaux déterminants qu'il ne faut pas perdre de vue, l'ethnie et la religion. Dans la plupart de nos États africains, le Sud, à cause de la mer de l'océan Atlantique, le colonisateur est venu par là, donc le Sud a connu, je vais dire d'abord la christianisation avant le Nord, avec l'installation des infrastructures socio-communautaires de développement à l'époque, et que le Nord étant un peu en retard, les Nords, je dirais les Nords de nos États africains, cela engendre tout de go une sorte de fracture et beaucoup de vues à relents ethnicistes, ethnocentriques, régionalistes. Alors, de ce point de vue, lorsque vous prenez les déterminants liés à l'ethnie et aux aires culturelles, et ensuite liés à la religion, c'est toujours difficile à manipuler. Parce que le chef d'État, ou nos chefs d'État en Afrique pour la plupart, ne sont pas perçus
en fonction de l'État, qui lui-même, en fait, en parlant d'État-nation, n'en est pas réellement, mais sont des républiques hétéroclites formées par l'ancien colonisateur, avec ses atouts et ses faiblesses, et qui, nombre d'entre eux, sont comme des colosses au pied d'argile. De ce point de vue, le ciment n'est pas forcément national, l'esprit nationaliste ne l'est réellement pas, et on raisonne en termes de microsociologie avant de voir les choses en termes macro. De ce point de vue, souffrez que le patriotisme ne soit pas réellement au rendez-vous. En Centrafrique, par exemple, combien de gens parlent, combien de Centrafricains parlent réellement de la Centrafrique plutôt que de leur groupe ethnique, voire de leur village ou de leur hameau. Ça veut dire donc qu'il y a à travailler pendant longtemps pour colmater les brèches, mais surtout pour unifier et faire un système global au sein duquel l'on ne saurait dissocier un élément A d'un élément C ou un élément B d'un élément Z. Voilà, mais pour les 6 ONG, Coach Pouillon, à l'origine de cette lettre ouverte, le niveau d'urgence est le même qu'en 2013. Est-ce à dire que le processus ayant conduit à l'élection de Faustin Archange Touadéra, est-ce à dire que ce processus-là est biaisé? D'abord, oui, il est biaisé. Il est biaisé parce que la France voulait s'en débarrasser. La France voulait se retirer très vite. Elle ne voulait pas traîner là-bas parce que ça leur coûte de l'argent sans vraiment leur apporter grand-chose. Alors que les Africains qui sont dans les postures trouvaient déjà que c'est à cause du diamant que la France est partie. Je ne sais pas si c'est à l'aéroport que se trouvent les diamants, puisque la France était à l'aéroport et à l'entrée de la ville. Donc la France a voulu se retirer très vite de cette affaire. Et je me rappelle même, il y a des hommes politiques centrafricains qui disaient à la France que c'est une erreur de se retirer, mais eux, ils voulaient coûte que coûte se retirer. Donc ça a biaisé le processus. Mais vous savez, une élection est toujours bonne à prendre, parce que le président étant élu, bien élu ou mal élu, au moins il a une légitimité qui est différente d'un président de transition. Donc, il a quand même une légitimité qu'il ne faut pas. Et c'est parce que, certainement, il ne veut pas jouer sa légitimité qu'il fait en sorte d'être réaliste et de ne pas ouvrir des chantiers qui le dépassent, des chantiers qui vont lui faire perdre, justement, sa légitimité. Maintenant, les ONG ont raison de crier, parce que c'est comme ça qu'on peut amener la communauté internationale à bouger. Seulement, la communauté internationale aussi est en train... N'oubliez pas que Donald Trump ne veut plus financer ces interventions, alors que les États-Unis seuls font 25% du budget des Nations Unies. Donc, ça pose un problème de financement. Et donc, les Nations Unies aussi sont en train d'analyser, avec les moyens que nous avons, avec la situation actuelle, comment on peut s'en sortir. Et je crois vous savez, dans ce genre de situation, il faut faire des petits pas. Vous voyez, en Libye, on a crié tout le temps, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Mais vous avez aujourd'hui, c'est sur la Libye que l'Union européenne veut donner de l'argent au maréchal Haftar pour pouvoir sécuriser les côtes européennes. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il faut qu'on comprenne que c'est à bout de petits pas qu'on peut essayer de faire de grandes choses. Et n'oubliez pas qu'en Centrafrique, les patrons de la guerre ne sont pas toujours affaiblis et ils sont à l'affût en train de chercher toute occasion pour reprendre le pouvoir. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que la MINUSCA a des difficultés pour travailler concrètement, c'est-à-dire protéger déjà les populations civiles. On a l'impression que 12 500 hommes, soit ce n'est pas suffisant, ou quel est le problème réel de ces forces-là déployées en Centrafrique? Au fond, ce n'est pas un problème d'effectif. Et mieux, ce n'est pas un problème de ressources matérielles. Disons que la plus puissante armée du monde, lorsque vous la posez quelque part sur un terrain, ou comme on le dit dans le jargon militaire, en terrain ennemi, le problème qui se pose à lui, le tout premier, c'est la connaissance du milieu. Et ce n'est pas une simple connaissance géographique, c'est aussi une connaissance anthropologique, une connaissance culturelle, une connaissance sociologique et même une connaissance religieuse. À partir de ce moment, ils viennent avec des outils ou envoient un petit groupe d'abord qui vient en civil, ce qu'on appelle groupe des précurseurs, qui viennent pour faire un peu l'étude sociologique du milieu, quitte à connaître le raisonnement, la logique des gens, pour pouvoir aller former les militaires qui viendront.
est-ce qu'en amont et en aval, ce processus, je dirais, c'est un processus itinérant, c'est un processus itératif, et puis c'est un processus transversal. Est-ce qu'il a été fait? Je ne sais pas, puisque je n'étais pas là au moment où ça se faisait. Ensuite, ce contre quoi cette force doit lutter n'est pas physique et visible. Ce n'est pas une guerre ouverte contre une autre république où on a des soldats bien en face qu'on voit, qu'on peut cadrer et ensuite tirer dessus. N'importe qui peut à tout moment soulever un tout petit peu de problèmes sans qu'on ne sache réellement qui a fait quoi dans un milieu où les gens plus ou moins pourraient parler leur langue ethnique pour se comprendre, alors que le soldat onusien qui est debout ne sait pas ce qu'on est en train de dire et qu'il n'y a personne pour lui traduire, pour qu'il puisse anticiper ou être proactif. Donc, autant de réalités liées au milieu, liées à la géographie, liées à l'environnement, qui limitent de façon drastique ces soldats qui sont dépêchés et qui, visiblement, au regard des faits et des contraintes auxquelles ils sont confrontés, ne sont pas suffisamment préparés. Une fois encore, pour remporter ces genres de bataille, pour remporter ces genres de lutte, c'est plutôt une question de stratégie que de moyens ou de ressources. Vous allez déployer toute la planète entière et vous n'aurez pas de ressources. Vous allez déployer 2 ou 3 personnes, de réels experts en stratégie militaire, de réels experts en géostratégie, et vous aurez les résultats. Je crois que ceux qui sont aux manœuvres et qui sont de grands experts, parce qu'il y en a beaucoup aux Nations Unies, ce n'est pas sur ces gens d'experts où je ne sais pas s'ils n'ont pas eu toutes les marges de manœuvre pour pouvoir réellement opérer. Mais je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule face aux déficiences qui ont été identifiées. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la Centrafrique, ce n'est pas une armée régulière ou une armée formée, bien entraînée. Aujourd'hui, c'est la MINUSCA qui est en train de former les hommes, les militaires centrafricains. Cette MINUSCA-là, cette défaillance aussi, on sait qu'il y a des soldats qui ont été accusés de viol ou d'attouchement sur mineurs en Centrafrique. Est-ce que le départ aussi des forces françaises, est-ce que toutes ces raisons-là mises ensemble n'ont pas aidé quand même au fait que le terrain soit aussi volatile qu'il est aujourd'hui? Oui. D'abord, j'ai parlé déjà de l'armée française qui est partie trop tôt. Et moi, je les comprends, hein. C'est-à-dire que les Africains ont tout de suite trouvé qu'il y a du pétrole, il y a du diamant, il y a quelque chose. C'est pourquoi l'armée française est venue. Il y a de l'or. Il y a de l'or et tout ça. On dit au Mali, c'est parce que les ressources de Kanka Moussa, c'est pour ça que la France est là. Or, la France est là parce que le Mali donne directement sur l'Europe. Donc, si on ne fait rien là-bas, c'est directement sur l'Europe. Donc, ça, c'est... Je crois que la première chose, c'est ça. L'armée française est partie trop tôt. Et l'autre chose, c'est que, bon, il faut reconnaître que l'Europe n'accompagne pas vraiment la France dans ces genres de théâtre d'opération, sans gérer des situations, alors qu'on dit de ramener le déficit à 3%. Au même moment, la France a des obligations pour le compte de l'Europe qu'on ne finance pas avec eux. C'est vraiment difficile. La deuxième chose, c'est que il n'y avait pas d'armée centrafricaine. Et donc, ils sont venus, ils ont dissous l'armée. Et après, ils ont commencé par reconstituer l'armée. Et là, c'est des erreurs que nous faisons souvent. Parce que quand on dissout, pour reconstruire, c'est 10 ans. C'est pas une affaire, on ne construit pas une armée, c'est pas formation seulement. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise du terrain, il y a de l'expertise, il y a de l'expérience, il y a le langage même des rebelles qu'il faut connaître et tout ça. Donc, on a dissous et maintenant on est en train de reconstruire. Il faut trouver des gens, il faut les former, il faut qu'ils connaissent le terrain. Ceux qui les forment ne connaissent pas le terrain, ça veut dire que c'est celui qui, après la formation, c'est lui-même qui doit maintenant donner sa maîtrise du terrain. Et ce n'est pas tout. Il y a le commandement militaire. Vous savez, au Mali, le vrai problème depuis la chute de Amadou Toumani Touré, c'est qu'on n'a pas remis en place le commandement militaire. C'est-à-dire que les différents maillons du commandement militaire, si on remet ça en place et on laisse les militaires faire leur travail, je vous assure, aujourd'hui, les politiques sont très impliqués dans les stratégies sécuritaires. Résultat, regardez par exemple, je prends le cas du Mali. Vous imaginez un ministre de la Défense qui arrive à arrêter Sanogo sans tirer un seul coup de fil. Et
subitement, pour une affaire seulement, on le renvoie. On a eu près de 4 à 5 ministres de la Défense en un mandat de 5 ans. Mais comment voulez-vous qu'on puisse arriver à régler un problème sérieux que nous avons au niveau du pays? Donc quand je prends le cas de Centrafrique, je vous dis, le problème aujourd'hui, allez chercher, vous allez voir que c'est un civil qui est ministre de la Défense. Et ça aussi, les chefs d'État sont tous ministres de la Défense dans tous les pays, tout ça. Non, je crois que fondamentalement, nous devons comprendre que la défense, c'est d'abord pour la sécurité des citoyens. Or, aujourd'hui, les chefs d'État peuvent être ministres de la Défense pour contrôler les renseignements, pour leurs intérêts politiques et tout ça. Donc, bref, nous avons un problème en Centrafrique, un problème armée locale, avec un commandement militaire qui peut faire le travail. Et tant que ce n'est pas le cas, ça va être très difficile de pouvoir régler le problème sur le terrain. Aimé Tchefa, qu'en est-il de la résolution politique de ce conflit-là? Parce que c'est aussi un problème politique, puisque la plupart des groupes qui prennent les armes sont aussi constitués en partie et ont des revendications qu'ils mettent sur la table. Est-ce que cette responsabilité-là ne revient pas au président Faustin Archange Touadéra aussi? Oui et non. Oui et non, parce que je vais vous dire d'abord que quand vous prenez la résolution politique, son issue, c'est l'élection. Et de ce point de vue, entre griffes, ils ont réussi à avoir une élection sur laquelle tout le monde a fini par s'accommoder. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas tellement de défaillance, on ne pourra pas reprocher grand-chose. Mais ce que vous posez comme problème et qui, en termes de pertinence, mérite d'être revisité à tout point de vue, c'est que vous avez de très grandes factions, grandes par rapport au nombre de combattants enrôlés en leur sein et par rapport à leur longévité à pouvoir changer, muer de peau, réapparaître, par exemple l'UFC et par exemple le FRPC. Tout à fait. Quand vous prenez ces factions rebelles qui existent de vieille date, elles ne font que changer de dénomination ou de commandant et qui sont dans leur droite ligne en termes de revendications idéologiques, identitaires et politiques, et que l'on aille précipitamment aux élections sans écouter en fait ces gens-là et sans intégrer dans un agenda global leurs revendications, ben, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'aura pas une solution durable. Parce que la solution ne viendra pas des élections. La solution viendra plutôt du consensus que les uns et les autres ont parvenu à trouver. Or, il ne peut pas avoir consensus sans un processus de réconciliation, de vérité, de pardon, d'acceptation de soi-même d'abord et des autres. Donc, il y a un travail de rassemblement, un travail de négociation diplomatique qui, dans le fond, n'a pas été fait. Ce qui a été fait, je prends ça comme un saupoudrage, le temps était trop court, on n'a pas eu le temps de ratisser l'âge, d'écouter tous les acteurs et de poser un vrai diagnostic. L'essentiel, Aman-Pouyon le disait depuis, l'essentiel était d'organiser les élections et que la France s'en débarrasse parce que ça lui coûtait financièrement un peu trop au regard de son enveloppe budgétaire allouée à la défense. Alors, dans de pareilles conditions, vous ne pouvez pas prendre des problèmes qui se posaient depuis plusieurs décennies et les résoudre en quelques années. Aman-Pouyon disait que détruire et reconstruire, c'est 10 ans. Non, reconstruire, c'est 25 ans, voire plus. Donc, ce sont des problèmes très, très pertinents, à multiples facettes, multiples tentacules. Et ce qu'il faut prendre réellement pour les résoudre, c'est le temps. Je le dis encore, ce ne sont pas les moyens. C'est le temps, c'est l'humilité, c'est la réflexion, c'est le réalisme. Et face à ces problèmes, il faut adopter beaucoup plus des solutions endogènes. Voilà, aujourd'hui, le président Faustin Archange Touadéra a affirmé, et il parle de fermeté dans son adresse à la nation, justice implacable, arrêt de toute hostilité, sont les points saillants à retenir, mais la réalité, Patrick Aman-Pouyon, Touadéra n'est pas président de toute la Centrafrique. Peut-être même n'est-il pas président de toute la capitale centrafricaine, puisque le terrain échappe au contrôle gouvernemental. C'est ça le problème de nos hommes politiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils tiennent un discours qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Mais tu ne diriges pas le pays.
les autres contrôlent une bonne partie du pays et tu dis que tu vas les juger. Il ne peut pas baisser les armes. Mais c'est pourquoi je salue la sagesse des dirigeants de la Côte d'Ivoire qui ont compris que si on se met à chercher les poux dans les cheveux des forces nouvelles, des militaires et autres, on va mélanger tout le pays. Vous voyez, il est impossible aujourd'hui de parler de... On n'est pas à l'étape de justice. On est d'abord à l'étape de sécurité. Et comme il a dit, vous, au lieu de donner des gages aux autres pour déposer les armes, on leur fait peur. Donc, dans ces conditions, nous sommes dans une situation où il y aura encore des morts. Maintenant, est-ce que c'est un discours visible et dans les réalités, il y a autre chose? Je prie que ce soit comme ça. Parce que ce discours-là ne pourra que coûter encore des morts, des morts et des morts. Moi, je pense que nous devons commencer, que ce soit les gens de droits de l'homme et tout ça, on doit commencer par penser d'abord à ceux qui sont toujours en vie, avant de penser à ceux qui sont déjà morts. Parce que souvent, en voulant défendre ceux qui sont déjà morts, on crée encore des nouveaux morts. Donc il faut que... Non, cette affaire de justice, dans quelles conditions? En Centrafrique aujourd'hui? Non. Parlons d'abord de sécurité. Vous avez vu que nous étions pratiquement... On avait commencé le cantonnement de ces gens-là. Mais quand on commence par parler de justice, et que moi je sais que moi, je vais avoir de manière partie avec la justice, je ne déposais pas les armes, parce que ce serait bête de déposer les armes pour me retrouver en prison. Donc, il faut que les gens comprennent que nous devons adapter le discours politique aux réalités du terrain. Le processus DDR, qu'en est-il aujourd'hui? On a l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé non plus sur ce terrain-là, puisque aujourd'hui, la Centrafrique est le terreau fertile aux achats d'armes, à toutes sortes de trafics liés aux armes, à la prolifération, et aussi avec la RD Congo comme source d'approvisionnement principale. Oui, votre question déjà apporte une sorte d'analyse sur le problème. Figurez-vous, je vous apporte une donnée. En Centrafrique, n'importe qui tient une arme, quelle qu'en soit la nature de cette arme, lui génère 2500 francs par jour. Dans ces conditions, qu'est-ce qui lui est proposé en échange pour déposer cette arme? Et ça, c'est l'aspect socio-économique. Maintenant, quand vous prenez l'aspect sociologique et anthropologique, qu'est-ce que vous lui donnez comme garantie quant à la protection de son groupe ethnique pour qu'il dépose cette arme? Et ensuite, qu'est-ce que vous lui miroitez en termes d'avenir constructif par rapport à sa situation présente pour qu'il dépose cette arme? Si vous signez un accord où vous décrétez quelque chose depuis les lambris dorés du palais, sur le terrain, vous n'aurez pas de réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut ratisser l'âge. Il ne faut jamais être pressé de résoudre une crise. Une crise se résout avec la dynamique temporelle. Vous pouvez prendre 1000 ans pour écouter les acteurs, mais vous devez être quand même sûr que lorsque vous finissez, que vous avez un résultat, il sera durable. Et en la matière, il n'y a pas d'urgence. La seule urgence, c'est de prendre le temps qu'il faut pour écouter tout le monde pour pouvoir sortir un résultat potable. Alors, si les gens doivent être démobilisés, moi je commence souvent par, pas par la démobilisation, je commence souvent par échange, discussion, substitution, avant d'aller maintenant à la démobilisation, au désarmement et tout ce que vous voulez. Pourquoi ne pas commencer même par la réinsertion? Vous me direz que c'est de la folie. Mais quelqu'un qui est un rebelle, qui a une arme qui lui génère 2500 francs le jour et qu'en week-end, il doit faire venir sa femme ou un membre de sa famille ou que lorsqu'il a le temps, il doit aller au village, déposer tout ce qu'il a réussi à récolter pendant la semaine parce qu'il compte sur le fait qui va faire de petites opérations de banditisme, de raquettage, des vols, des viols, du braquage, pour pouvoir trouver quelque chose d'autre pour lui-même. Et que, depuis le village, on l'appelle pratiquement tous les jours pour lui dire tel enfant est malade, telle tante est malade, il y a tel décès. Dans de pareilles conditions, comment vous voulez qu'il se débarrasse de cette arme-là? Cette arme est sa vie. Et regardez comment ils tiennent leurs armes. C'est toujours en bandoulière, quand ils ont encore suffisamment d'énergie, ou alors c'est placé sur
les deux cuisses et on appuie la main droite au milieu en train de dormir. C'est comme ça qu'une âme se tient en Centrafrique. Différent de comment ça se tient en RDC ou différent de comment ça se tient au Tchad. La façon de tenir une arme est un indicateur sur le niveau ou le degré d'évolution d'une crise. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, des motifs d'espoir pour la Centrafrique, toujours, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le terrain n'est pas forcément un terrain qui laisse penser que tout irait bien les tout prochains jours ou les tout prochains mois. Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que d'abord, ils ont un président. Ils ont un gouvernement. Ils ont un parlement. Il y a des forces... Encore que entre ces institutions-là, il y a des problèmes. Puisque aujourd'hui, le président de l'Assemblée, Abdul Karim Mekassoua, est accusé d'être l'instigateur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, il y a des problèmes entre les institutions de presque tous les pays d'Afrique. Donc, ils ont des institutions. Ensuite, ils ont des forces sérieuses sur le terrain, la MINUSCA. Ils ont des forces sérieuses sur le terrain. Maintenant, il faut dire ceci. Est-ce qu'un président centrafricain a jamais été le président de toute la Centrafrique? Parce que nous sommes en train de parler de toute la Centrafrique, mais la majeure partie du territoire, il y a des endroits où il n'y a pas un seul bâtiment en briques. Donc, ça veut dire que, est-ce que la vocation est de diriger toute la Centrafrique? Parce que, à quoi ça sert d'aller diriger la brousse? À quoi ça sert? Un jour, le président a dit une phrase et on a failli le tuer. Il dit le Mali est trop grand pour les Maliens. Mais on a failli le tuer pour avoir dit ça. Mais il dit, la brousse là-bas, là, je ne sais pas, il y avait rien là-bas. Pourquoi ne pas se contenter de développer la zone? Quitte à ce que tout le monde se déplace, on développe la zone où il y a chose là. Mais quand on va faire une zone de non-loi, il va y avoir du désordre là-bas. Donc bref, c'est pour dire que la Centrafrique a de l'espoir. Ils vont y arriver. Seulement, il faut qu'on laisse les postures, on laisse les positions tranchées et qu'on commence par dialoguer vraiment pour trouver une solution. Et ça, ce n'est pas la justice aujourd'hui, c'est beaucoup plus la réconciliation aujourd'hui qu'il faut chercher. Voilà, Bangassou, Bria, Kaga, Bandoro, Zemio, mais aussi Gambo, Ngaoudaï, Lindao sont entre autres les régions en proie à la violence ces derniers mois. C'est donc de tous les territoires centrafricains qu'il est question. L'or et le diamant sont la préoccupation de ces mouvements. La plupart, 14 milices au moins, et 4 groupes politico-militaires sont acteurs de cette crise, selon l'ONG ENAF Project. Espérons que les différentes parties au conflit trouvent les mesures appropriées pour mettre un terme à cette escalade de la violence. Ce sera tout pour le premier débat du jour. Place à la réélection d'Ouro Kenyatta et sa contestation juste après ceci. Kenya, contestation de la réélection d'Ouro Kenyatta, quelle pertinence pour les griefs de l'opposition? Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs, Patrick Armand-Pouillon, Aimé Tchefa, les assassinats ciblés, notamment la personne du chargé de la centralisation de façon électronique des résultats. Est-ce que tout cela n'était-il pas déjà annonciateur de la situation qui prévaut aujourd'hui? Bien évidemment, c'était des indicateurs. Et la plupart des experts, ceux qui étaient objectifs et véridiques, avaient déjà prévu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En fait, il faut être réaliste pour dire qu'en Afrique, la Corne de l'Afrique est une zone réputée être extrêmement violente, une violence inouïe. Et au sein de cette zone, le Kenya, qui devrait en fait être tête d'affiche et moteur de développement, est encore beaucoup plus particulièrement violent, toujours par rapport à des variables liées au groupe ethnique. Alors, de ce point de vue, il faut savoir agir sur les déterminants pour obtenir la paix. Dans un processus électoral où le chef de l'État a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, vous n'allez pas penser que c'est un monsieur comme Ouro Kenyatta qui a pris le pouvoir dans des conditions que nous connaissons, qui a failli être jugé alors qu'il était président de la République, qui a essuyé beaucoup de sueur pour démontrer toute son innocence dans les conflits d'aussi bien 2007 et 2013. Ce n'est pas quelqu'un comme celui-là qui sait qu'il a quelques couteaux
de quelques institutions internationales posées sous sa gorge qui accepteraient quitter le pouvoir après un premier mandat. Il faut tenir compte de ça. C'est très important. Et vous savez très bien que c'est ça la variable maîtresse du modèle de compréhension et d'analyse à élaborer par rapport à ce débat. Voilà. Au vu de cette analyse d'Aimé Tchefa, est-ce que, Patrick Armand-Pouillon, le jeu politique n'est pas en partie faussé? Parce que si le chef de l'État n'a pas envie ou ne veut pas laisser le pouvoir, eh bien, c'est difficile de mettre en œuvre une démocratie qui permette l'alternance au pouvoir. Mais c'est les conséquences de la démocratie importée que nous avons reçues. Quand vous allez en Grande-Bretagne, nous avons une démocratie à l'africaine. Vous allez en Belgique, en Suisse, partout, on a une démocratie à l'africaine. Le roi ne descend pas, le roi reste roi jusqu'à la fin de ses jours et on élit un premier ministre. On aurait fait ça en Afrique, on aurait eu moins de violence, on aurait eu moins de bagarres. Quand vous voyez Raila Odinga, vous voyez le président actuel Kenyatta, écoutez leurs militants. On n'est pas sur le terrain politique, on est dans un terrain de roi, c'est-à-dire que c'est notre roi, c'est notre leader. C'est-à-dire que quand il parle, on obéit. Quand il dit de mourir, on va mourir. Au-delà d'ethnie, c'est-à-dire qu'il y a la notion roi, la notion de on ne décapite pas le chef, on ne milie pas le chef, on ne prend pas le pouvoir chez le chef. Donc je crois que le problème est toujours au niveau de la démocratie que nous avons. Et chaque fois qu'on parle de révision de la Constitution, vous avez les intellectuels qui viennent toujours avec les postures européennes qu'ils ont appris dans les universités et qui nous imposent encore des démocraties, des constitutions qui sont taillées selon le modèle qu'on nous a amené, qui n'est même pas un modèle qu'eux-mêmes appliquent. Eux-mêmes ont des modèles. Vous voyez, en France, c'est un régime républico-monarchique. Et nous, on nous dit qu'il faut que le chef, on le balaye comme amusement et tout ça. Donc vraiment, je crois qu'on est dans un schéma comme ça où les deux sont des rois. C'est-à-dire, ils sont tous deux des rois. Donc, c'est qui va perdre, même que la Cour constitutionnelle dit maintenant que la Cour suprême, qu'elle révise et que c'est Haïla qui a gagné, vous allez voir, l'autre aussi, son camp aussi va dire non, on va faire. Donc c'est pour dire que je crois que la solution, j'en arrive à désespérer parce que chaque fois qu'on a l'opportunité pour changer les choses, les intellectuels arrivent avec, nous avons appris dans les écoles de droit constitutionnel, tout ça là, et puis on nous met encore les réalités qui n'ont rien à voir avec nos réalités du terrain. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, le fait qu'il y a autant de violence au Kenya au cours de ces élections-là? Aimé Tchefa le rappelait, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de scrutin qui soit accepté de tous. Oui, parce que les deux camps, et comme il a dit, les deux camps ont intérêt à gagner. C'est vital pour les deux camps. Le président sortant, lui, s'il quitte le pouvoir, il a des problèmes avec la communauté internationale. L'opposant, il a trop fait opposition. Vous savez, opposition, ça ne nourrit personne. Il commence pas à avoir fait. Il faut qu'il ait le pouvoir. Donc, contrairement à d'autres pays où vous avez un des candidats qui a des raisons vitales de gagner. Et quand lui gagne, tout se calme. Quand lui ne gagne pas, il va protester, il y aura des problèmes. Donc moi, je crois que fondamentalement, nous pouvons par exemple aller à l'école du Togo, où le président est élu dans les conditions qu'on sait il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans par là, mais qui, pendant son mandat de premier 5 ans et deuxième 5 ans, a pris le temps de développer, d'agir, de créer, à tel enseigne que l'opposition aujourd'hui a du mal à mobiliser, parce qu'il a coupé l'herbe sous les pieds. Il a réussi à apporter le développement dans le fief de l'opposition. Il a réussi à développer la ville de Lomé. Donc, je crois que fondamentalement, tant que nous aurons deux camps, au moins, qui ont des raisons vitales, c'est-à-dire que c'est gagner ou la mort, il y aura toujours ces genres de tensions. Et la solution se trouve dans revenir à des réalités qui s'adaptent, à une démocratie qui s'adapte à nos réalités. Je voudrais attirer l'attention sur un aspect très important par rapport à la praticabilité de nos choses. Prenons le cas du Bénin, où vous avez 62 langues qui se parlent, 52 groupes ethniques qui se côtoient, et ça, c'est l'un des plus petits pays de l'Afrique de l'Ouest en termes de constitution de groupes ethniques. Vous avez des communes qui ont 2 ou 3 rois communaux. C'est le cas, par exemple, à Ouessé, où vous avez le roi des Maris, vous avez le roi des Nagos.
C'est le cas, par exemple, dans plusieurs autres communes. Par exemple, à Tchaourou, vous avez un roi Batonou, vous avez un roi Nago. Alors, au total, nous avons à peu près plus de 6000 rois au Bénin, lequel serait priorisé. Et puis, vous avez 3 dynasties royales au Bénin. Vous avez chez les Batonou, capitale Niki, chez les Fonds, capitale Abomey, avec l'autorelan comme Alada, qui serait leur origine, avec Porte-Novo, Théagmani, enfin les 3 frères, partie d'Adjatado. Et ensuite, vous avez la dynastie Yoruba, venue directement d'Ile-Ife. Quand vous prenez tout ça là, quel roi vous voulez bien consolider, bien adosser à la République et aller élire ensuite un premier ministre? Les Belges, chez eux, il n'y a pas à discuter. Tout le monde sait que c'est la Wallonie qui a une culture française liée à la royauté et il n'y a pas de discussion autour. Vous allez en Grande-Bretagne, ça c'est leur civilisation depuis des années. Et dans un processus politique, la vie d'Élisabeth II compte moins que mon avis à moi. C'est honorifique, c'est symbolique. Par rapport au partage du pouvoir, les conflits sont beaucoup plus denses. Et de mon point de vue, j'ai fait plusieurs publications là-dessus. Ce qui peut nous arranger, c'est de nous entendre sur comment nous pouvons partager le pouvoir. Reconnaissons les aires culturelles plutôt que la royauté. Et on peut nous entendre pour faire un tour par rapport à cette ère culturelle. Et au Bénin, nous en avons 7. C'est-à-dire, quand vous regroupez les groupes ethniques ensemble, en termes de ressemblance à tout point de vue, on aura 7 grands groupes appelés aires culturelles. D'autres pays l'ont fait. Aux îles Seychelles, on prend le pouvoir par rapport au groupe ethnique ou par rapport à une représentation de communauté. Et chaque communauté a son tour. Et on sait quand votre tour commence et quand votre tour finit. Et lorsque c'est votre tour, les autres ne désignent même pas de candidats. Les candidats sont en votre sein et le peuple va seulement pour voter pour ces candidats qui sont en votre sein. Quelque part, ça règle des problèmes. Ça en pose d'autres aussi. Mais par rapport à l'Afrique, cela peut être une porte de sortie et on peut faire une démocratie à l'africaine en tenant compte de cela. Par contre, un roi qui est élu à Kétou ou à Poubé, le bâton a intérêt à dire qu'il n'a rien à foutre. Et pourtant, nous sommes tous béninois, donc c'est beaucoup plus complexe lorsque la royauté ne gouverne pas tout le pays. Voilà, vos avis se rejoignent quand même. Nous allons écouter rapidement le chef de file de l'opposition kenyane, Raila Odinga. Il avait dit qu'il n'irait pas à la Cour suprême pour porter des recours, mais finalement, il est revenu sur sa décision. Ils iront bien devant la Cour suprême. Écoutons quelques mots de lui. You have now decided to move to the Supreme Court and lay before the world. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. And lay before the world the making of a computer-generated leadership. We will preach peace. Nous prêcherons la paix, comme nous l'avons toujours fait, et nous défendons nos droits de nous rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence. Nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. Patrick Avampouillon, est-ce que ce recours a des chances de prospérer, selon vous? C'est pas évident, et il le sait. Et il le sait seulement que vous voyez la tactique de je vais parler mardi, la tactique de je vais parler plutôt mercredi, c'est en réalité pour négocier. Et il y a des négociations en cours. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a perdu le pouvoir, mais c'est trop facile de jeter l'éponge comme ça. Il faut qu'on lui donne des gages, il faut qu'on lui donne des choses, il faut qu'on lui promette, même si on ne lui donne aucun poste, il faut qu'on lui promette que ça ne se passera plus comme ça. Donc il veut qu'on discute, et je voudrais saluer la sagesse de cet homme, parce qu'il peut mettre le pays à feu à sang. Mais il a dit non,
Et je préfère ces choses-là, les manifestations. Donc je crois que vraiment, ça mérite d'être salué. Et je voudrais demander vraiment à la communauté internationale de jouer leur rôle, surtout l'Union africaine, qui a dans certaines crises, depuis quelque temps en Afrique, est en train de jouer vraiment son rôle dans le silence, en toute discrétion. Je crois qu'ils peuvent faire beaucoup dans cette situation, en faisant en sorte qu'ils obtiennent au moins quelque chose. Oui, je voudrais dire qu'il sait que ça n'aboutira pas parce que le patron des observateurs étrangers, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, a dit, je le cite, « L'opposition doit cesser ses commentaires et attendre que les résultats définitifs soient proclamés. » Bon, tout est dit, hein. La formule diplomatique universelle se dira bientôt, en dépit des irrégularités observées qui n'entachent pas la validité du scrutin, tel est proclamé élu. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, Raila Odinga a 72 ans. On a quand même l'impression, sinon on est presque certain que c'est son dernier combat pour briguer la présidence dans ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas un homme qui devrait mettre son expérience au service du pays? Pourquoi pas dans une large coalition ou proposer des alternatives qui pourraient être prises en compte par le président Kenyatta? Parce que, quoi qu'on dise, il y a de très fortes inégalités au Kenya, même dans la capitale où il y en a qui vivent dans la misère quotidienne pendant que d'autres ont quand même droit au chapitre. C'est un angle de vue. C'est un angle de vue. Peut-être que lui ne perçoit pas ça comme ça, parce que n'oubliez pas, hein, il a été de tous les combats. Et il fait partie des anciens. Et devenir président de la République serait un couronnement pour lui. Et la constitution kenyane ne limite pas... Vous pensez qu'il a encore des chances? Non, je ne dis pas qu'il en a. Je ne saurais dire... Quand Mugabe est encore candidat... 92 ans. Quand Mugabe est encore candidat, pourquoi voulez-vous que... 92 ans. Mais bon... Ça dépend de la... L'âge ne veut rien dire. L'âge ne veut rien dire. Ça dépend de la constitution physique de la personne. Donc, moi, j'ai un collaborateur de 81 ans qui est toujours recteur d'une université au Burkina et qui est tout le jour au bureau à 7 h et qui ne descend pas avant 18 h. Donc, ça dépend de la constitution physique de la personne. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi, Emetiefa, que ces deux hommes-là ont hérité de cette guerre-là? Guerre politique, guerre ethnique, puisque tous deux fils directs d'anciens opposants, l'un premier président élu du pays qui a arraché le pouvoir à l'autre. Premier président élu et père du Kenya, Jomo Kenyatta. Un peu. Disons que quand vous êtes Kenyan, vous êtes chez eux, quoi. Puis c'est encore dans les mentalités. Mais Odinga, il faut dire que puisqu'il n'est pas encore président de la République, ça lui pose un problème, pas particulièrement à lui, mais surtout à son groupe ethnique. Et vous voyez, le fait qu'il fasse même un seul mandat de 5 ans pourrait soulager non seulement sa propre personne, mais surtout tous les siens. Mais est-ce qu'il n'y a que ça en politique? Est-ce qu'il n'y a que le fauteuil du chef d'État qui est la chose la plus importante? On peut mieux servir ailleurs, on peut contribuer au développement de son pays par d'autres branches. Et puis, de plus en plus, nos communautés à la base, les leaders politiques devraient sensibiliser nos communautés à la base à mieux comprendre cette approche également. Patrick Abampoyo, votre avis sur cette question? Nous, ils ont hérité. Et puis, c'est une pression. C'est une pression. C'est comme si tu trahis ton histoire en ne combattant pas. Ils ont hérité. Vous savez, cette affaire de guerre d'indépendance, de ceci, tout ça là, ça fait que des gens se retrouvent dans des postures où ils sont obligés de défendre des choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas hier, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que pour la première fois, il n'a pas appelé à la violence, il a appelé à la paix. Je crois que quelque chose vient de se passer. Et quand vous voyez les observateurs qui sont envoyés, ça ne pouvait qu'aboutir à ça. L'Union africaine a envoyé les gros cylindrés, les États-Unis ont envoyé les gros cylindrés et tout ça. Et ils ont envoyé des gens qui ont accepté de perdre démocratiquement pour venir dire, ils sont légitimes pour dire à Raila, moi aussi, je me suis retrouvé dans des conditions du genre où j'ai laissé. Donc je crois que véritablement le Kenya a été pris très au sérieux et ils sont là pour veiller à ce qu'on puisse trouver les voies et moyens pour que la paix puisse durer dans ce pays. Voilà, vous faites bien de le rappeler. Le président, le chef de file de l'opposition
a tenu à affirmer que les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. Un discours très important en pareille circonstance. Ce sera déjà tout pour ce débat. Était sur ce plateau Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à lui, Emetiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Deux débats principaux. Centrafrique, niveau d'urgence 3 selon les ONG. Le spectre de la guerre plane-t-il de nouveau? Et Kenya, contestation de la réélection de Kenyatta. Quelle pertinence pour les griefs de l'opposition? Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt sur Sika.